tant la région flamande que la région wallonne ont continué à à octroyer des licences. Pour la région wallonne, c'était au mois de novembre et on parle de 14 tonnes de poudre. En temps de guerre, c'est difficile donc, de continuer à dire que ces armes ne vont pas être utilisées par les forces armées israéliennes. Il y a quand même des suspicions, si on peut encore parler de suspicions, mais on est obligé tant qu'il n'y a pas eu de jugement, mais suspicions de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et maintenant la Cour internationale de justice, depuis le mois de janvier, a estimé que les risques étaient assez sérieux pour envisager des risques de génocide à Gaza. Et donc, vu ces 3 crimes de droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, qui sont cumulés maintenant, ou potentiellement cumulés, parce qu'il n'y a pas eu de vérité à nouveau judiciaire sur ces questions, par Israël, la Belgique a le devoir de faire quelque chose pour ne pas aider la commission de cette violation du droit international humanitaire par Israël. Bienvenue dans Tinker Jaune pour la dernière émission. Donc ça fait plus d'1 an qu'on se retrouve, qu'on a plaisir à partager avec vous et à creuser des sujets de l'actualité ou pas, pour essayer de comprendre le monde, pour essayer de susciter le débat, pour essayer de faire vivre la démocratie. Donc évidemment, on ne vous demandera jamais rien. Par contre, si vous pouvez partager, liker et commenter nos sujets, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est notre but, c'est vraiment de nourrir le débat démocratique. On n'a pas trop abordé les sujets d'actualité en général, mais quand même depuis 2 ans, on est confronté à de plus en plus de conflits dans le monde. On sent qu'il y a vraiment une bascule, des changements profonds qui s'opèrent au niveau géopolitique. Et je crois que la bonne manière d'aborder ces questions en tant que citoyen, c'est d'abord de voir quelle est, dans une démocratie donc, d'abord quels sont les intérêts de notre pays, de nos intérêts à nous en tant que peuple, et aussi éventuellement voir comment on peut contribuer à la paix dans le monde de manière modeste. Et à ce niveau-là, je crois qu'il faut vraiment dire que des pays comme la Belgique ont vraiment un rôle à jouer au niveau diplomatique peut-être, mais aussi parce que dans des pays comme la Belgique, la France, ce sont des grands constructeurs d'armes. Donc on voulait aborder aujourd'hui le conflit à Gaza sous cet angle-là, sous l'angle du transport d'armes par la Belgique et de la production d'armes par la Belgique dans cette région du monde, donc évidemment principalement vers Israël. Donc pour ça, aujourd'hui, on a invité Samuel Legros. Bonjour. Bonjour. Donc tu es licencié en sciences politiques et tu fais partie du CNAPD. Oui. Donc tu me rappelles ce que c'est le CNAPD ? Donc CNAPD, ça veut dire Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie. Voilà. Donc coordination, ça veut dire que c'est un ensemble d'organisations qui se regroupent à l'intérieur de la CNAPD pour porter des questions de paix et de démocratie de manière relativement générale dans l'espace public. On va rentrer sur le fond du dossier. Donc on avait promis qu'on allait parler de la guerre. Oui, on dit Gaza, mais en fait c'est Israël-Palestine. Déjà revenir sur le fait, moi je me rappelle, je suis l'actualité de loin, qu'il y a 10-20 ans, il y avait toute une polémique avec les licences des exploitations d'armes qui ont été régionalisées, je crois. Oui. Donc tu peux rappeler ? Ok, donc en fait la compétence pour l'octroi des permis donc on appelle ça une licence d'exportation, donc l'octroi des permis pour exporter du matériel militaire, ça c'est une compétence qui est totalement régionalisée. Donc pour le cas de la région wallonne par exemple, c'est le ministre-président wallon qui décide tout seul, sans aucun contrôle a priori parlementaire ni d'un autre ministère. Donc le ministre-président a un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider d'octroyer ou de refuser une licence d'exportation d'un matériel militaire. Et donc la région wallonne a des entreprises forcément d'armement sur son territoire, la région Bruxelles-Capitale a des entreprises d'armement sur son territoire, et la région flamande a des entreprises d'armement sur son territoire aussi. Donc pour toutes ces entreprises doivent demander au gouvernement, enfin en général au ministre-président de la région dans laquelle ils travaillent, un permis pour exporter un matériel militaire. Alors, normalement, et jusqu'à preuve du contraire, c'est supposé être le cas,
les régions ne font pas n'importe quoi, elles doivent s'inscrire à l'intérieur de la politique internationale de la Belgique. Et ça, c'est une compétence fédérale. Ça veut dire que c'est le ministre ou la ministre des Affaires étrangères qui rappelle la manière dont la Belgique entend avoir des relations avec tel et tel pays dans le monde. Et normalement, les 3 régions, donc Wallonie, Bruxelles-Capitale et la Flandre, doivent prendre ça en considération dans l'analyse qu'elles font de la possibilité ou pas d'octroyer une licence. Plus particulièrement par rapport à Israël, je crois que ça fait depuis 2009 qu'on ne peut plus exporter des armes vers Israël, c'est ça ? Alors oui, mais encore une fois, il y a un fossé entre la théorie et la pratique. Donc en fait, en 2000, il y a eu de nombreuses opérations militaires israéliennes à Gaza. En 2009, elle s'appelait Plomb durci et elle était déjà impressionnante dans ses proportions. Elle a duré moins longtemps que l'opération actuelle, mais donc l'opération Plomb durci a suscité quand même beaucoup d'émoi ici en Belgique, et donc le ministre des Affaires étrangères de l'époque, s'appelait Karel de Gucht, un libéral flamand, a réuni un comité de concertation. En Belgique, en fait, ça réunit les différentes parties prenantes institutionnelles qui sont en charge d'une matière. Et donc là, en l'occurrence, l'exportation d'armes, ce sont les régions. Avec une coordination au niveau du fédéral, et donc le ministère des Affaires étrangères a réuni ce comité de concertation qui a débouché sur l'interdiction officielle d'exporter des armes vers les forces armées israéliennes. En fait, dans le communiqué, enfin la décision dit que les régions doivent s'abstenir d'envoyer du matériel militaire qui changerait la position des forces en présence. Donc c'est pour dire que ça concernait aussi Gaza, mais il n'y a aucune arme, enfin Gaza et la Palestine, mais il n'y a aucune arme qui part vers Gaza ou la Palestine depuis la Belgique, qui n'est jamais une partie d'ailleurs. Donc ça concerne les forces armées israéliennes. Or, depuis, donc ça c'est 2009, Plomb durci, donc il y a 15 ans maintenant, depuis 2009 en fait, ni la région flamande, ni la région de Bruxelles-Capitale, ni la région wallonne n'ont jamais cessé d'exporter des armes vers Israël. Ce qu'il y a, c'est qu'officiellement, ces armes n'allaient pas vers les forces armées israéliennes, elles allaient vers des entreprises israéliennes. Donc depuis le 7 octobre, tant la région flamande que la région wallonne ont octroyé des licences à Israël. Donc de nouveau pas aux forces armées, mais à Israël quand même. Des nouvelles licences. Des nouvelles licences, ouais. Depuis lors, en fait, la région, tant la région flamande que la région wallonne ont continué à à octroyer des licences. Pour la région wallonne, c'était au mois de novembre, et on parle de 14 tonnes de poudre. Et donc, en temps de guerre, c'est difficile donc de continuer à dire que ces armes ne vont pas être utilisées par les forces armées israéliennes. Et surtout, en fait, on n'en sait rien. Il n'y a personne, il n'y a pas le ministre-président wallon qui s'est dit, bon, pour être sûr que les tonnes de poudre dont j'ai autorisé l'exportation vers Israël n'est pas utilisée ou n'est pas réquisitionnée par l'armée israélienne, je vais dépêcher une mission là-bas pour aller vérifier que, effectivement, les poudres ont été transformées en munitions et que ces munitions sont reparties à l'extérieur d'Israël. Oui, parce que ça pourrait être pour les feux d'artifice du Nouvel An aussi. Non. C'est des poudres à destination à l'usage militaire. C'est pour une société qui s'appelle IMI, qui est une filiale de Elbit Systems. Elbit Systems qui est une des grosses entreprises israéliennes. Oui, tu veux dire que ça va vers une entreprise israélienne, mais peut-être que cette entreprise israélienne revend à d'autres pays. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est ce qui est avéré, et c'est ce qu'on doit croire jusqu'à preuve du contraire. Oui, et c'est la position en fait de la région wallonne et de la région flamande et de la région Bruxelles-Capitale depuis 2009, et donc depuis l'interdiction, c'est de dire qu'en fait ce matériel, c'est du matériel militaire, mais il est destiné à la réexportation systématique. Donc ça c'est la question, ce qu'on appelle la question de l'utilisateur final. Mais c'est déjà très difficile à vérifier que effectivement c'est l'utilisateur final qui va réceptionner l'ensemble du matériel qui a été transformé en Israël, mais particulièrement en temps de guerre où Israël a besoin d'un flux constant de matériel militaire pour pouvoir continuer son intervention. Il a besoin de munitions, il a besoin d'obus, il a parfois besoin de pièces de rechange parce qu'il y a des choses qui sont endommagées sur le théâtre des opérations et tout ça, donc tout ça, ça doit être assuré. On voit la même chose avec toutes les discussions autour du soutien militaire à l'Ukraine, donc il y a des difficultés parce que c'est un flux tendu, quoi. Comme c'est consommé directement, oui. il faut continuer à vendre. Et donc ces 14 tonnes, je ne sais pas combien ça représente de douilles, mais ça représente quand même un sacré paquet. On peut quand même se poser la question de savoir si Israël se demanderait pas si elle réquisitionnerait ce matériel pour ne pas devoir aller l'acheter et attendre un délai supplémentaire, quoi. C'est une question tout à fait légitime, me semble-t-il en tout cas. Mais l'argument des autorités, et c'est jusqu'à preuve du contraire parce que personne n'a accès à l'information en fait, si ce n'est
Disney, le ministre-président wallon et quelques autres personnes. En fait, on est obligé de les croire sur parole. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire dans un premier temps, en tout cas, c'est susciter le doute, quoi. Des exportations vers Israël, il y en a encore depuis 2009, ça s'est jamais arrêté, avec des montants qui sont quand même relativement importants. La question ici est de savoir, est-ce que ce matériel repart effectivement des frontières d'Israël? Est-ce qu'il est réexporté comme le client israélien qui a demandé les armes l'a effectivement dit? Et là, il n'y a aucun contrôle qui est fait sur ces questions-là, en fait. Ou très peu. Et encore plus, je le répète encore une fois, en temps de guerre, là maintenant où Israël a un besoin vital de ce matériel militaire pour continuer à faire la guerre, c'est encore plus compliqué de continuer à penser qu'effectivement il n'y a rien qui est resté en Israël de ce que la Belgique a exporté depuis son territoire. Ouais. Et en fait, oui, donc dans ces exportations-là, donc tu as parlé de la poudre, on va rappeler que c'est pas des petits montants, enfin, donc c'est vraiment, je crois que la Belgique est le premier fournisseur de poudre d'Israël, c'est ça? Depuis 2021, la région wallonne est c'est le premier client d'Israël pour les poudres, c'est la première source pour les poudres d'Israël, fournisseur, c'est la région wallonne depuis 2021. La région wallonne est la 5e exportatrice mondiale de poudre. Donc c'est pas un petit enjeu vers un pays qui est en train de commettre en fait des fortes présomptions de génocide, on va dire. Voilà, tout à fait. Et pour la petite histoire aussi, la principale entreprise qui produit des poudres en Wallonie, c'est PB Clermont, qui appartient à l'État français. Donc il y a le problème de l'exportation des armes, et il y a aussi le problème, peut-être encore plus important, du transit des armes par la Belgique. Ouais, il est plus important maintenant, particulièrement en temps de guerre très chaude, on va dire. Puisque on s'est rendu compte dans le courant du mois de novembre, et on a continué à se rendre compte par après, que du matériel militaire à destination d'Israël, mais là vraiment dans le cadre de la campagne militaire israélienne contre Gaza, qu'il y a du matériel militaire essentiellement en provenance des États-Unis qui transitait par le territoire belge et qui transite aussi par d'autres territoires de l'Union européenne. Du matériel qui arrive en Belgique par route, par bateau ou par avion et qui repartent par après vers Israël. Alors il faut savoir, là de nouveau on rentre dans quelque chose de technique, mais si le matériel militaire passe par la Belgique, mais s'il reste dans le même moyen de transport, s'il n'est pas déchargé, il n'y a a priori pas d'autorisation qui doit être demandée à la région wallonne. Et ça, c'est l'argument derrière lequel beaucoup de responsables politiques se cachent pour ne pas pouvoir faire plus manifestement. En tout cas, c'est ce qu'on observe de notre point de vue, parce que on a apporté des informations dans l'espace public sur ces questions-là, sur le transit de matériel militaire dans le courant du mois de novembre-décembre, et depuis on n'a vu aucune amélioration et on n'a vu aucune déclaration publique qui nous permettrait de penser que les choses ont changé. Donc en fait, quand il n'y a pas de transbordement, quand le matériel militaire n'est pas pris d'un moyen de transport vers un autre, il ne faut pas demander une licence à la région wallonne ou à la région flamande, puisque ce qu'on a observé, c'est qu'essentiellement le transit de matériel militaire se faisait par l'aéroport de Liège, l'aéroport de Bierzet ou par le port d'Anvers. Il y a eu en tout cas l'aéroport de Zaventem, et il y a peut-être encore maintenant, mais ça de toute façon c'est la région flamande. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que si du matériel militaire doit transiter, même sans transbordement, ça veut dire que le matériel ne passe pas d'un moyen vers un autre. S'il y a du matériel qui passe par le territoire de la Belgique, il y a un certain nombre de responsables politiques qui sont au courant, ou qui peuvent être au courant de ce passage s'ils cherchent l'information à l'intérieur de leur administration. Donc il y a le ministre fédéral des Transports et des Communications qui peut être au courant de l'information si c'est du transport aérien. Il y a le ministre fédéral de l'économie qui peut être au courant si c'est du transport par route ou du transport par rail, par chemin de fer, et par bateau aussi. Et de toute façon, il y a le ministre des Finances qui est au courant, puisque dès que du matériel militaire traverse le territoire de la Belgique, il faut remplir un formulaire ad hoc, qui est un formulaire hébergé par le SPF douane, et donc par les douanes, et les douanes, c'est le SPF Finance qui a la tutelle dessus.
Donc ces 3 ministères-là, potentiellement, ils ont accès à l'information. Donc ils nous disent qu'ils ont un problème pour accéder à cette information-là et qu'ils ne sont pas sûrs, mais en tout cas, réglementairement parlant, ils ont accès à l'information. Donc si cette information n'existe pas, ça veut dire qu'il y a une faille dans l'administration, et une faille qu'il faut réparer quand même très rapidement, puisqu'on parle d'alimenter un pays en matériel militaire pour continuer dans une campagne militaire qui a fait la preuve en fait de sa criminalité, quoi. Donc il y a quand même des suspicions, si on peut encore parler de suspicions, mais on est obligé tant qu'il n'y a pas eu de jugement, mais suspicions de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et maintenant la Cour internationale de justice, depuis le mois de janvier, a estimé que les risques étaient assez sérieux pour envisager des risques de génocide à Gaza. Et donc vu ces 3 crimes de droit international, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, qui sont cumulés maintenant, ou potentiellement cumulés, parce qu'il n'y a pas eu de vérité à nouveau judiciaire sur ces questions, par Israël, la Belgique a le devoir de faire quelque chose pour ne pas aider la commission de cette violation du droit international humanitaire par Israël. Oui, on en revient à ce qu'on disait, là le peuple belge a quand même une responsabilité, quoi. Enfin en tout cas l'État belge. Oui, alors après, on peut directement dire que ok, on va avoir accès à l'information et donc le matériel militaire, en fait, au lieu de passer par la Belgique, il passera par un autre endroit. Et donc dire ça pour en fait ne rien faire. Ou en tant que citoyen européen alors. Ou en tant que citoyen européen, le problème c'est que c'est une compétence nationale, la gestion de l'espace. Bon après, il y a des compétences aussi qui sont partagées avec l'Union européenne, mais très vite on nous dira, voilà, si ça se fait pas au niveau européen, c'est dérisoire, donc ça sert à rien de le faire et tout. Donc ça c'est un autre débat, mais c'est un débat qui existe aussi. Et c'est vrai, effectivement, si on n'utilise pas l'aéroport de Liège-Biarritz, on pourrait utiliser l'aéroport d'un autre pays. Pas des Pays-Bas, j'allais dire les Pays-Bas, mais aux Pays-Bas, il faut une licence pour le transit. Enfin, voilà, donc ça, pour nous, c'est pas un argument pour ne rien faire. Donc la Belgique doit montrer l'exemple, en montrant qu'effectivement, elle a envie d'avoir accès à l'information sur le matériel militaire qui transite effectivement pour le moment à destination d'Israël, et de le bloquer en espérant et en travaillant aussi pour que les autres États européens fassent exactement la même chose, puisque c'est de leur devoir à toutes et tous. Par rapport à ça, oui, on va rappeler quand même que c'est une obligation pour tous les pays membres de l'ONU de respecter, de faire respecter donc les... Il y a plusieurs instruments internationaux. Donc, au niveau des Nations Unies, il y a le traité sur le commerce des armes, et c'est un traité qui est relativement universalisé, dans le sens où la majeure partie des États de la planète l'ont signé, et en l'occurrence, de toute façon, la Belgique l'a signé, donc, et quasiment tous les États européens l'ont signé aussi. Donc il y a des obligations qui les incombent parce qu'eux-mêmes ont signé ce traité sur le commerce des armes. Il y a les conventions de Genève. Donc les conventions de Genève, c'est un plus vieux document, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est les conventions qui sont les gardiennes du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre. Et donc c'est ces conventions de Genève qui interdisent tous les États partis, qui interdisent en fait tous les États de la planète de porter assistance à un pays qui commet ou dont le risque manifeste, où il y a un risque manifeste d'une violation des crimes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. Et alors au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle une position commune, qui c'est un ensemble de 8 critères que tous les États membres de l'Union européenne doivent prendre en considération quand ils décident ou pas d'octroyer une licence. Donc dans ces critères-là, il y a la question du droit international humanitaire forcément, il y a la question de l'intervention militaire, il y a la question de la déstabilisation régionale, pour lesquels la région wallonne particulièrement, mais c'est le cas pour les autres régions aussi, tous ces mécanismes judiciaires, donc le code de conduite, tout ça, ils ont été intégrés. Donc c'est une obligation, par exemple de la région wallonne, de ne pas exporter des armes vers ces pays-là. Donc là, du coup, on rentre dans un débat... Tu veux dire intégré dans la législation belge, ou wallonne? Ouais, donc là, en l'occurrence, wallonne ou bruxelloise ou flamande, puisque, in fine, c'est une compétence régionale. Et donc, par exemple, sur le décret wallon sur l'exportation de matériel militaire, il y a intégré le code de conduite de l'Union européenne. Donc, le ministre-président wallon doit passer en revue les 8 critères pour voir si, oui ou non, il octroie une licence vers Israël. Et donc... Encore une fois, ici, on ne va pas dire la logique dans laquelle le ministre-président se trouve manifestement, c'est pas de dire ok, c'est à destination d'Israël, peu importe l'acteur qui me demande ça,
Le ministre-président, la logique qui poursuit manifestement quand il décide si oui ou non il va octroyer une licence, il n'est pas dans une perspective de se dire ok, c'est pour Israël, que ce soit pour les forces armées ou que ce soit pour une entreprise israélienne, je vais refuser parce que, principe de précaution, je ne vais rien envoyer sur le territoire israélien. Ce n'est pas le cas puisque depuis 2009, il y a des armes qui continuent à partir, ou dans des composants, enfin en tout cas du matériel militaire, qui continue à partir des quatre coins de la Belgique vers Israël. La logique a priori, c'est d'accepter une licence, c'est pas de la refuser. Donc on va d'abord essayer de voir comment est-ce que je peux trouver les arguments pour accepter, avant d'essayer de trouver des arguments pour dire en fait non, il faut que je refuse. Oui, et donc là, il n'y a pas de principe de précaution, mais on peut assez clairement dire qu'ils enfreignent le droit, le droit européen, donc il y a quand même moyen de les attaquer en justice. Oui, potentiellement il y a moyen, et sur les questions de violation des conventions de Genève, là maintenant sur les questions actuelles de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, il y aura encore moyen il y a moyen de le faire sur un temps relativement long. Il y a toutes des questions de délai, toutes des questions de procédure, ça qui en fait rend très compliqué le fait de porter plainte pour arrêter une licence au moment où elle existe. Parce qu'il faut avoir accès à l'information, et tout est fait pour qu'on n'ait pas accès à l'information. Et une fois qu'on a accès à l'information, il faut pouvoir trouver les bons mécanismes pour porter plainte au bon moment. Et donc très rapidement, en fait, on n'est pas dans les bons mécanismes, ou on n'est pas dans les bons moments, et donc notre plainte est rejetée. Et sur le cas d'Israël, par exemple, c'est compliqué, là dans le feu de l'action. Et puis en plus, on pourrait porter plainte sur les questions d'exportation, mais là pour le moment, dans l'immédiat, on ne peut pas porter plainte pour les responsabilités ministérielles liées au transit dont je parlais tout à l'heure. Donc, le fait d'avoir accès à l'information sur le matériel militaire qui transite sur le sol national, quoi. C'est concernant en fait, comme citoyen belge, parce qu'en plus, beaucoup de nos politiques font des déclarations qui demandent à Israël d'arrêter les opérations ou des choses comme ça. Mais ce ne sont que des déclarations, au final. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui se passe, dans les faits concrets. Il pourrait se passer plus, et il pourrait se passer des choses beaucoup plus tangibles. La question du transit du matériel militaire en est une sérieuse, à mon avis, ouais. Surtout quand on met en évidence le fait que l'accès à l'information, s'il n'existe pas, il peut être mis en place. Parce que nous, en fait, de nouveau, on ne sait pas. De nouveau, comme je le disais au début de l'interview, on ne peut que émettre des doutes et poser des questions. Et donc ce qu'on voit en tout cas quand on lit les réglementations, c'est que en théorie, les trois ministres dont j'ai parlé, ministre des Finances, ministre du Transport et ministre de l'Économie, ont potentiellement accès à l'information et donc ont potentiellement la possibilité et le devoir d'arrêter ce transit de matériel militaire. Israël, il n'a pas beaucoup de stock sur son territoire, donc s'il ne reçoit plus de matériel militaire, en moins d'une semaine, il ne peut plus bombarder en fait. Donc c'est un enjeu quand même super important. Enfin, je ne sais pas si tu confirmes ce que je dis. Je ne peux pas te confirmer, j'en sais rien. Est-ce que tu as une idée de l'importance de la Belgique dans ce transit d'armes? Est-ce que c'est vraiment une partie importante des armes qui passent par la Belgique spécialement ou... Ça, on ne sait pas non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du matériel qui transite, et toute arme qui transite, de notre point de vue à nous, c'est une arme de trop, et donc c'est sur cette logique-là qu'on fonctionne. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il y a des mécanismes structurels de transit d'armes qui sont potentiels, en tout cas via la Belgique, parce qu'il y a des entreprises qui opèrent depuis le port d'Anvers et des entreprises qui opèrent depuis l'aéroport de Liège, qui ont fait transiter des armes vers Israël dans les campagnes militaires précédentes, et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. Et ces entreprises-là sont des entreprises à actionnariat essentiellement israéliennes. Donc voilà, il y a de nouveau, encore une fois, on pose des questions, on émet des doutes, et on voit qu'il y a une forme d'habitude de transit de matériel en général vers Israël par Anvers et Liège-Bierzet, et donc de transit de matériel militaire à certains moments. Ça, c'est un fait. Et ce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, c'est que l'entreprise israélienne, donc à actionnariat majoritairement israélien, qui opère depuis Liège-Bierzet. Avant ça, ils étaient à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam, et ils sont partis de là puisque les Pays-Bas ont changé leur législation. Et ça rendait plus compliqué pour cette entreprise de continuer à travailler sans trop de problèmes aux Pays-Bas, et donc ils ont délocalisé leur travail à Liège depuis les années 2010.
Donc il y a un lien, c'est pas pour rien quelque part que cette entreprise qui travaillait à Amsterdam Schiphol a décidé finalement de se délocaliser à Liège parce que la législation était plus permissive. On reparle du Canada. Le Canada a décrété, je crois que c'est il y a une semaine, un embargo sur les armes vers Israël. Est-ce que c'est encore une... Enfin, oui, ça c'est peut-être un peu difficile pour toi de répondre, mais est-ce que c'est encore une déclaration d'intention ou bien est-ce que ça aura vraiment des conséquences C'est comme pour la Belgique, une décision pour laquelle il faut prendre des pincettes, parce que, encore une fois, l'accès à l'information est difficile. Après, je ne connais pas l'accès à l'information pour le Canada, mais pour avoir travaillé un petit peu avec le Canada pour le cas de l'Arabie Saoudite, j'ai l'impression que c'est plus ou moins la même chose qu'en région wallonne, que tout est fait pour ne pas donner accès à l'information, a priori. Donc effectivement, il n'y a pas un embargo militaire qui a été décidé en tant que tel, mais le gouvernement canadien a décidé de ne plus octroyer de licence pour Israël. Et c'est une bonne chose puisque le Canada a exporté ces derniers mois en fait énormément de matériel militaire dans le courant du mois d'octobre 2023, donc au moment où Israël a commencé sa campagne militaire. En fait, dans les 2 mois, donc novembre-décembre, ou octobre-novembre, je ne sais plus, le Canada a exporté autant de matériel militaire vers Israël que dans toute l'année 2021, alors que l'année 2021 a été une année record pour les exportations du Canada vers Israël. Donc il y a eu manifestement beaucoup de matériel militaire qui a été envoyé par Israël à la demande d'Israël, donc durant la campagne militaire. Et donc là, effectivement, après le 15 mars, là, aux alentours du 15 mars, le gouvernement canadien a annoncé arrêter ça. Et ils ont annoncé aussi qu'ils octroyaient en fait plus rien depuis le début du mois de janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit la presse, en fait, ils lisent ça avec une résolution non contraignante du Parlement canadien, mais le gouvernement canadien était sous la menace d'une action en justice de plusieurs personnalités et d'associations du Canada. Et donc, je pense que c'est plutôt pour ne pas avoir à rendre des comptes sur cette question-là qu'ils ont annoncé l'arrêt des exportations vers Israël. Un petit mot de la fin, peut-être à propos de Gaza surtout ou... Le petit mot de la fin, ouais, peut-être de rester mobilisé et vigilant. Tu marquais l'importance de parler directement aux citoyens, aux citoyennes ici en Belgique. On se rend compte qu'en fait, il y a moyen de faire beaucoup de choses, toujours à une échelle variable, hein, mais que la Belgique a sa part de responsabilité dans la possibilité qui est donnée à Israël de continuer sa campagne militaire sur Gaza et que il faut... Il y a différentes choses qui sont possibles pour révéler l'information sur la continuité du transit d'armes ou de la perpétuation des liens étroits entre la Belgique, l'Union européenne et Israël, et que ça c'est donné à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Ils ne doivent pas se sentir démunis, il y a toujours moyen de faire quelque chose.